Nous sommes le dimanche 7 août 2016 et nous retrouvons pour notre rendez-vous de chaque week-end avec un invité. Nous commentons l'actualité de la semaine. Et pour ce dimanche, nous avons fait venir pour vous professeur Devos Kitoko Mulenda, qui n'est en tout cas plus à présenter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, prof Devos Kitoko Mulenda est secrétaire général de l'ECID, Engagement pour la citoyenneté et le développement, parti que dirige l'honorable Martin Fayulu Madidi. Bon dimanche et bienvenue sur ce plateau de la semaine en image, professeur Devos Kitoko Mulenda. Merci. Bonjour aussi. Bonjour à tous les spectateurs de CCTV. Est-ce que vous êtes en forme? Oui, je suis en très bonne santé. Voilà, la clôture de cette semaine, c'est pratiquement la logique de la confrontation entre l'opposition et la majorité qui se renvoie la balle, qui sont entrés pratiquement dans une compétition de popularité dans la capitale. Et c'est aussi le fameux dialogue annoncé depuis mai 2015 et convoqué depuis novembre 2015 toujours, qui ne démarre toujours pas, et c'est sur fond de récusation des facilitateurs et d'Mkojo. C'est le processus électoral qui est toujours en panne. On a démarré l'enrôlement des électeurs sans calendrier électoral. Voilà un peu tout ce que nous avons là. Mais une petite préoccupation, CG, Devos Kitoko Mulenda, les idées, avant les rassemblements, les idées membres de la dynamique de l'opposition, dites-nous un peu, est-ce que la dynamique n'a pas implosé comme l'avait prédit Félix Tshisekedi Tshilombo? Oui, je dois sincèrement vous remercier parce que chaque fois que vous m'invitez dans votre émission, j'ai l'occasion, pendant le temps que cela dure, de donner le point de vue de mon parti, l'ECID, l'engagement pour la citoyenneté et le développement sur les grandes questions d'actualité politique qui concernent notre pays. Pour cela, je vous remercie. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que la dynamique de l'opposition a implosé? Je ne pense pas. On ne peut pas parler à ce stade de l'implosion de la dynamique. Il y a certes, quand on observe de près, ce qu'on peut appeler des brebis égarées. Les responsables de la dynamique ont remis l'ordre dans la boîte et les choses marchent. Les choses marchent, on n'a pas implosé, sauf qu'on a évolué. Il y a une évolution. Mon cher ami Jean Romance, si vous vous rappelez, bien avant les élections de 2011, nous, à l'ECID, nous avons travaillé en tant que parti, seul, pour aller aux élections. Quand nous sommes arrivés aux élections, il y avait des objectifs globaux et les objectifs sectoriels. Les objectifs globaux, c'était la conquête de la magistrature suprême. Et les objectifs sectoriels, c'était que chaque parti devait se battre indépendamment des autres pour une représentativité significative dans les organes délibérants. Alors, à ce niveau, nous avions à l'époque, avec le président Martin Fayulu, créé ce que nous avons appelé la DTP, la dynamique Tshisekedi président. Et nous avons fédéré les efforts avec d'autres compatriotes pour la victoire de Tshisekedi à la présidence. Voilà, après les élections, vous êtes témoin de l'organisation chaotique de cette élection-là. Et nous avons commencé à nous battre pour dire nous n'avons pas d'autre choix. Après ce chaos électoral entretenu par l'ancien président de la CENI en complicité avec les gens du pouvoir, il faut aller au dialogue. Mon cher ami, là nous étions comme ECID. Nous avons commencé en 2012. Et 2013, nous avons compris que nous sommes en train de faire face à une coalition, à une plateforme qui s'appelle l'AMP. Et la MP, face à un parti seul, vous ne pouvez pas prétendre gagner. Et nous avons fédéré avec les autres membres. Je vais vous donner pourquoi la dynamique n'a pas implosé, mais la dynamique est en train d'évoluer. Et nous avons été avec les autres cadres acquis au changement, les autres partis politiques acquis au changement. Nous avons été dans ce que nous appelons
aujourd'hui les forces acquises au changement. C'est une plateforme dont le président Martin Fayulu est le coordonnateur principal. Mais à un moment donné, on s'est rendu aussi compte que les FAC, les forces acquises au changement, ne pouvaient pas remporter la bataille contre le système dictatorial seul. Les FAC ont été intégrés dans Sauvons la RDC. Et après Sauvons la RDC, on a trouvé voir qu'il fallait élargir. Nous sommes allés dans ce qu'on appelait, il y avait une organisation politique et l'unité d'action. Et après, c'est la dynamique. Et après, c'est la dynamique. Mais la dynamique, à un moment donné, a démontré, les gens ont dit, mais mon cher ami, nous avons été avec M. Martin Fayulu, le président de notre parti, à Goma. On a fait les meetings. Nous sommes allés à Kananga, on a fait les meetings. Nous sommes allés à Bandundu, on a fait une tournée de Bandundu, Bakata, Fatundu, on est rentré à Kinshasa. Partout, nous sommes passés une seule recommandation de notre peuple. Nous voulons vous voir unis. L'unité de l'opposition, l'unité de l'opposition. Mais vous pouvez vous convenir avec moi que lorsque nous avons commencé les actions dans la dynamique, qui ont démontré leur efficacité, mais il y avait un problème parce qu'il y avait une force politique importante qui était en dehors de la dynamique. C'était l'UDPS. Et partout on passait, on nous disait, soyez ensemble, soyez ensemble, soyez ensemble. C'est ainsi, Dieu merci, par la convocation des assises de Genval à Bruxelles, et on a eu l'occasion à ce moment-là de se retrouver avec l'UDPS et les autres membres de l'opposition pour former le rassemblement. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut féliciter l'arrivée de l'assemblement qui est une évolution positive vers la convergence de vie de toutes les forces acquises au changement contre le système dictatorial de M. Kabila. Mais je ne peux pas concevoir que cela soit interprété comme une implosion à ce stade. Ceux qui se sont égarés de la voie tracée de la philosophie de la dynamique et les structures de la dynamique vont là égaré. Ça veut dire que oui, il y a des gens qui n'ont pas accepté les schémas Genval, qui ont repris peut-être de leur liberté. Mais oui, mais quand vous êtes dans une organisation, il y a des principes, il y a une philosophie et il y a des normes qu'il faut respecter. Il y a un compromis pour marcher. Mais lorsque vous allez en dehors de la philosophie du groupe, je ne sais pas, on peut même parler d'une auto-exclusion du groupe. Bon, voilà, on note tout simplement que la dynamique aujourd'hui, pratiquement, n'existe que des noms parce qu'il y en a qui sont dans les rassemblements et d'autres ne le sont pas. Et on sent aussi une cacophonie au sein de cette dynamique. Donc, vous ne parlez plus en tout cas d'une même voix. Donc, l'UDPS avec son leader, Etienne Tshisekedi, ont réussi pratiquement leur OPA sur la dynamique et que chaque parti a pratiquement en train... Ça, c'est la confusion, monsieur Jean-Romain. Oui, très rapidement. Non, il ne faut pas créer la confusion dans les esprits des téléspectateurs. Parce que lors du meeting du rassemblement, le président Tshisekedi a pris le soin de remercier tous les cadres des partis politiques, tous les cadres des autres regroupements qui ont accepté de fédérer ensemble. Et il a dit désormais, l'UDPS à ce jour et les autres forces politiques acquises au changement dans notre pays, nous formons un seul bloc face à la dictature. Moi je crois qu'il n'y a pas mieux que cela à saluer aujourd'hui. Ok, ça va. Vous avez évoqué les meetings du rassemblement animé par Etienne Tshisekedi Wamulumba, le président national de l'UDPS et président du comité des sages du rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement. On va aller à la régie. On va suivre en image ce qu'a été en tout cas ces meetings du 31 juillet 2016 à l'esplanade du boulevard Triomphal. Suivant. C'est une fouille plus qu'immense qui a envahi non seulement l'espace situé le long du boulevard Triomphal entre les avenues des Tuileries et Kasavubu, mais aussi les deux allées du boulevard proprement dit et même l'espace vide devant le stade des Martyrs de la Pentecôte.
Un engouement de plus en plus grandissant, plusieurs centaines de milliers de Quinoises et Quinois mobilisés pour écouter les messages du président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tshisekedi, qui, pendant plus d'une vingtaine de minutes, va livrer un message au nom du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Le Sphinx de Limete introduit son adresse par un hommage mérité en demandant l'observation d'une minute de silence en mémoire des Congolais victimes du massacre à l'est du pays et des seules des fosses communes de Maluku, avant de témoigner sa reconnaissance à toute la population congolaise et de remercier toutes les forces politiques et sociales acquises au changement pour la réussite de la manifestation. Les nœuds du message: ce sont les élections qui doivent se tenir en 2016. La première ligne rouge à ne pas franchir, c'est le 19 septembre 2016. Le corps électoral doit être convoqué pour l'élection présidentielle. Démocratie oyo eza kumumba makambo ebele. Eza na misala, eza na dollar, eza na nyonso wana, il faut liboso tuzwa démocratie. Nous allons dans l'obligation monnaie pour la constitution Nabiso. Oh, et là pour le chef de l'État a bouqué pour ça, pour les caissas, Mboula, Mimi, Moutobate. Vous aviez dit non à Edem Kodjo à travers son adresse aux membres du Rassemblement. 19 septembre, début préavis pour le chef de l'État actuel, dont le mandat se termine le 19 décembre 2016. Et vous avez demandé à la jeunesse et à la population de se prendre en charge. Bon, revenons un peu sur ce pas, les fameux préavis. Est-ce que Étienne Tshisekedi, avec son rassemblement, sont devenus les propriétaires du Congo pour donner un préavis à un locataire? Oui, mais je pense que bon, c'est là que vous, en tant qu'homme de la presse, c'est là que vous, en tant que journaliste, vous devez faciliter la compréhension par notre peuple de ce que les acteurs politiques disent. Je pense que si nous pouvons prendre ça comme métaphore, le président Tshisekedi, ce n'est pas lui qui donne les préavis en tant qu'individu. Le président Tshisekedi exprime ce qui est contenu dans la constitution de la RDC. La constitution nous dit ceci: la CENI doit convoquer le corps électoral 90 jours. En français belge, on dit 90 jours avant l'organisation, avant les élections présidentielles, la tenue des élections. Donc 90 jours avant, la CENI doit convoquer. Et pourtant, les 90 jours qui est contenu comme exigence constitutionnelle dans des textes réglementaires commencent le 19 septembre, donc le mois prochain. Et le président Tshisekedi a dit, si au 19 décembre 2016, la CENI ne convoque pas le corps électoral pour aller aux élections, c'est que la CENI va d'abord être elle-même coupable d'infraction de non-respect de la Constitution, va violer la Constitution. Et à ce moment-là, M. Kabila, qui est l'actuel locataire du palais présidentiel, parce qu'il ne lui restera que 3 mois constitutionnellement pour partir, il est en préavis. C'est un préavis constitutionnel. Il faut le préciser. Ça ne vient pas de la volonté de M. Tshisekedi, de M. Fayoulou, de M. Olenganko. La Constitution de la République stipule clairement qu'il est impératif de convoquer le scrutin présidentiel, de convoquer le corps électoral plutôt, 3 mois avant la tenue des élections présidentielles. Et ces 3 mois constituent pour nous au Rassemblement un préavis pour l'actuel locataire. Mais vous jouez de l'hypocrisie, M. Devos Kitoko Moulenda. Quelle hypocrisie? Parce que vous savez très bien que la CENI vous a dit qu'elle n'est pas à même de convoquer ces fameux scrutins présidentiel 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État. Oui, mais la CENI n'est pas au-dessus des lois de la République. La CENI n'est pas supérieure à la Constitution.
La CENI, c'est un organe d'appui à la démocratie. Et qui dit démocratie, dit le respect de la Constitution. Si par aventure, et tel que ça se dessine, on arrive au 19 septembre, sans que la CENI ne se conforme à ces prescrits constitutionnels, la CENI aura violé la disposition de la Constitution, au même titre que M. Kabila. Au-delà du 19 décembre 2016, la CENI aura perdu toute sa légitimité, voire toute sa légalité, parce qu'on aura violé la Constitution, aura scié l'arbre sur lequel elle est assise. Bon, et ça, c'est clair, ça. Ok, on va maintenant prendre la réplique de la majorité présidentielle comme une réponse du berger à la bergère. André Alain Atundu Liongo, porte-parole de la majorité présidentielle, au cours d'un point de presse cette semaine, réagit à tout ce que Tshisekedi a dit dans son meeting. On va le suivre en tout cas avec ses reportages de nos confrères du vrai journal de Peter Tiani. Suivant. Comparaison n'est pas raison, dit-on. Les propos d'André Alain Atundu mettent à nu la véracité de cet adage. Comparé a posteriori au rassemblement de l'opposition sur les bords du boulevard Triomphal en face du stade des Martyrs, le meeting de la majorité présidentielle apparaît comme le fait politique majeur du moment, reléguant le meeting de l'opposition centré sur une démocratie de la terre brûlée et de la haine au rang de simple fait social du jour, motivé essentiellement par la curiosité. Ensuite, le porte-parole décrypte le message d'Étienne Tshisekedi. Le président du Rassemblement a louvoyé et n'a pas donné une position certaine sur le dialogue, préférant continuer sur sa lancée de dilatoire en vue de réaliser son plan insurrectionnel pour la prise du pouvoir dans le chaos. La référence que le président du Rassemblement a faite publiquement à son accueil comme plébiscite qui désormais dispenserait le peuple congolais du vote et valait sa désignation à la charge de président de la République n'est pas de bon augure et éteigne les sentiments de crainte légitime à ce propos. Une telle visée est une erreur grossière au regard de notre Constitution. Atundu s'adresse à la jeunesse, acteur véritable de la vie politique de demain en ces termes. La majorité présidentielle saisit cette occasion pour appeler toute la jeunesse congolaise à une grande vigilance de tous les instants face à ces tentatives d'instrumentalisation machiavélique de la part de ces autocrates déguisés en démocrates dans le but caché de priver plus de 10 millions de nouveaux électeurs, soit le tiers du corps électoral, de leurs droits légitimes afin de réaliser leur funeste projet absolument anticonstitutionnel et ce sans coup férir. Quant à la récusation de Kodjo, le facilitateur, le porte-parole, n'a pas manqué de mots. Rejeter le facilitateur, parce que ces initiatives n'entrent pas dans la logique du projet déstabilisateur de l'opposition radicalisée, c'est ignorer les intérêts réels de notre peuple et bafouer notre démocratie. La population quinoise ne croit nullement à la voie sans issue dans laquelle le leader Maximo essaie de l'engager, mais croit plutôt à la voie du dialogue préconisée par Kabila, conclut-il. La position de l'AMP, vous le connaissez, tout ce que vous demandez, comme vous avez posé comme préalable, est rejeté. Et donc il n'y aura pas récusation d'Edem Kodjo. Ils disent non à la récusation d'Edem Kodjo. Le préavis l'a rejeté. Et la libération des prisonniers politiques, ces prisonniers n'existent pas. Les chefs de l'État en train d'amnistier les prisonniers qui répondent à un certain critérium. Tous ceux qui ont été condamnés là, les hommes politiques qui l'ont été, parce qu'ayant violé la loi, je ne sais pas. Et ils disent que le préavis ne tient pas, parce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle, par exemple, dit que, selon l'article 70, alinéa 2 de la Constitution, le président Kabila va rester au pouvoir jusqu'à ce que l'élection de son successeur sera organisée. Bon, monsieur Jean Romance, je crois que lorsque un homme fait la politique, sans faire la lecture de l'histoire,
il est sur le chemin de la croix. Et il faut aussi retenir qu'à un certain stade de l'exercice du pouvoir d'État, l'ivresse du lait devient inconsciemment plus mortelle que l'ivresse de l'alcool. Je peux vous rappeler les faits. Si les politiciens de l'AMP, avec toutes les déclarations qu'ils sont en train de faire, peuvent faire un recul dans l'histoire africaine et faire un tour en Côte d'Ivoire, demander qu'est-ce que les gens de Laurent Gbagbo disaient pendant la crise électorale. Je crois que nombreux d'entre eux vont se taire. La RDC n'est pas la Côte d'Ivoire. On va vous répliquer. Nous pouvons même aller, attendez, mais vous parlez de la Cour constitutionnelle. Les juges de la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire qui avaient supprimé les résultats des élections en Côte d'Ivoire pour proclamer Laurent Gbagbo, où est-il? Qu'est-ce qu'il est devenu? Mes chers amis, il ne faut pas blaguer avec l'histoire. Et l'histoire est têtue, elle se répète. Avant la chute du régime de M. Mobutu, le maréchal, tout puissant, tous ceux qui sont en train de pérorer aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de parler là, en faveur de Joseph Kabila, qu'est-ce qu'ils ont fait comme déclaration avec l'avancée de l'AFDEL? Il y a ceux qui ont dit que telle ville ne tombera jamais, la ville est tombée. Il y a ceux qui ont dit que Laurent Désiré Kabila, c'est un aventurier qui vendait de l'or, il ne fera rien. Et quand il y a eu changement, aujourd'hui ils sont où? Mon cher ami, nous connaissons que l'histoire est têtue et l'avenir de ces pays ne peut pas être subordonné aux caprices des tubes digestifs de certains individus. Je peux vous dire ceci. Pour terminer sur ce point-là, moi j'ai la ferme conviction que l'arme la plus puissante dans une démocratie, c'est le peuple. Et que le peuple congolais, aujourd'hui, qui souffre énormément, mon cher ami, nous sommes dans des bureaux climatisés en train de faire des discours sans se rendre compte de la situation réelle de notre pays. Mais allez dans les villages. Moi, je viens de vous dire que l'ECD, mon pays, à l'issue de son congrès, avait donné l'ordre à M. Fayoulou de faire le tour du pays pour porter haut l'étendard de notre parti. Et nous sommes en train de l'accompagner, M. Fayoulou, quand il fait sa tournée. Tout récemment ici, vous nous avez vus, nous étions à Bagata, on était à Misaï, à Fatundu, dans le village. Quand vous entrez, vous regardez les gens. Nous sommes encore au Moyen-Âge dans certains villages, l'Antiquité même. Tout ça c'est pour dire quoi quand vous rappelez la misère de la population? Les gens souffrent énormément et que ceux qui croient qu'en amassant de l'argent au détriment des masses populaires, pendant que la misère est en train de s'accentuer, ils sont en train de poser des actes dont ils payeront chacun la facture un jour. Ok, bon, vous évoquez la population et disons, vous êtes en train d'évoquer aussi pratiquement l'article 64 et la majorité présidentielle aussi vous demande aussi d'apaiser quand même aussi les climats politiques. Vous demandez à la majorité d'apaiser, mais vous aussi, constamment, en appelant au soulèvement de la population, vous êtes en train aussi de faire monter la tension. Et ce qui n'est pas aussi bon. Non, mais nous avons demandé, et si vous vous rappelez, le Rassemblement a demandé à poser quelques préalables avant d'engager les discussions avec la mouvance kabiliste. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais prenons un de ces préalables-là, la libération des prisonniers d'opinion. Mon cher ami, tout le monde sait que Diomi Ndongala est en prison par un montage. Tout le monde sait aujourd'hui que Christopher Ngoy, acteur de la société civile, qui était avec nous aux forces acquises au changement comme partenaire, c'est par un montage grossier qu'il est en prison. Mais vous dites montage, mais le pouvoir judiciaire a des dossiers. Ce sont des montages et vous êtes en train de suivre comment les juges et les greffiers à Lubumbashi sont en train de délier leur langue par rapport au procès Katumbi. Il y a des fuites, il y a des révélations. Mon frère, mentez, il en restera toujours quelque chose. Nous avons demandé, et comme ça s'est fait, et vous chutez pour que nous avons demandé, comme ça s'est fait dans tous les pays,
vous voulez le dialogue, vous voulez que le dialogue soit inclusif, vous voulez que le climat soit apaisé. Nous, en tant qu'opposition, nous ne pouvons pas aller en pourparler avec un régime qui emprisonne nos compatriotes. Nous voulons que nos amis soient libérés pour qu'ils participent à ce pourparler-là. Mais, qu'est-ce qu'on dit? Il faut suivre l'arrogance avec laquelle les acteurs de la majorité répondent. Ok, nous allons maintenant donner la parole. Quelle arrogance! Nous allons maintenant donner la parole à Carlo Nyoka, qui est un observateur politique indépendant sur la scène politique de la RD Congo, qui est inquiet par rapport à cet appel à la population pour pouvoir se soulever après la fin du mandat du chef de l'État. Et pourtant, le dialogue peut bel et bien en tout cas aider. Et lui estime que ça risque en tout cas de nous replonger dans les années Mobutu où le pays a connu des pillages, des tristes mémoires et des pillages qui ont détruit en tout cas les tissus économiques du pays. On va suivre en tout cas cet appel, ces cris de cœur de Carlo Nyoka. On revient sur ce plateau avec Devos Kitoko Moulenda, qui est secrétaire général de l'ECD, parti cher au président Martin Fayulu Madidi. Il y avoir autant de bureaux et autant d'hommes pour permettre... Etienne Tshisekedi a gravement manqué à son devoir vis-à-vis de ses fans, si au regard de son statut de père de la démocratie en RDC. Tel est l'avis de l'analyste politique indépendant Carlo Nyoka, qui estime en outre que l'appel lancé par Tshisekedi à la jeunesse de se prendre en charge est contraire à la vision démocratique. Le discours politique tenu par le patriarche Tshisekedi le 31 juillet 2016 a un peu remis en cause son statut d'homme d'État, dans la mesure où il aurait dû privilégier l'intérêt national, c'est-à-dire la préservation de la stabilité politique, économique et sociale du Congo. Mais le patriarche a privilégié ses intérêts personnels. C'est notamment lorsqu'il a demandé au peuple de se prendre en charge. Et cette prise en charge sous-entend un appel à un soulèvement populaire. Et le patriarche semble méconnaître les conséquences qu'aurait un soulèvement populaire, tant au niveau du Congo qu'au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale. J'estime que si les patriarches veulent conquérir le pouvoir, les élections sont un mode indiqué pour pouvoir prétendre à une légitimité incontestable. Et je pense également que le peuple congolais peut éviter de basculer dans un fanatisme aveugle face à une propagande manipulatrice et démagogique du patriarche. Oui, Serge, est-ce que vous ne redoutez pas, comme le dit Carlo Nyoka, qu'en faisant appel à la rue, nous puissions nous retrouver dans une situation chaotique et que l'on se mette à tout piller, comme la pauvreté est généralisée dans le pays, et que demain, on regrette comme les gens regrettent le pillage que nous avons fait subir à notre pays à l'époque du maréchal Mobutu, où on voit aujourd'hui la Fikine, par exemple, est restée pratiquement l'ombre d'elle-même, et beaucoup de sociétés comme General Motors a disparu, beaucoup d'entreprises en tout cas ont disparu et le chômage a augmenté. Bon, en quelques oui, mais il y a deux choses qu'il faut préciser. Notre ami ignore qu'il n'y a que lui qui a besoin du dialogue et que M. Kabila lui-même n'en a pas besoin. Il ne faut que suivre ces différentes déclarations. Kabila n'a pas besoin, je vous le précise, en toute responsabilité politique, Kabila n'a pas besoin du dialogue comme vous le croyez. Le dialogue, dans sa conception, telle qu'il est en train de le dessiner avec ses lieutenants, c'est une diversion. C'est une stratégie qui consiste à distraire les gens, prétendant gagner le temps, alors que le temps perdu ne meurt jamais sans se venger. Je l'avais déjà dit. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, nous, on n'appelle pas les gens à la destruction. Nous n'appelons pas les gens au soulèvement. Nous voulons appliquer l'article 64 de notre Constitution, qui est très clair, que tout Congolais a le devoir de contrer toute personne ou groupe de personnes qui tentent de prendre le pouvoir ou de l'exercer en violation de la Constitution. C'est très clair. Nous demandons à notre peuple, dans la non-violence, de résister pour que
plus jamais qu'on ne revienne plus à un certain Sissoko dans ce pays. Ça, c'est fini. Moi, je crois que les gens se trompent. Les manœuvres qui sont en cours, c'est pour conserver et pérenniser le pouvoir. Et pas le pouvoir en termes vagues, c'est pour pérenniser le poste de M. Kabila de la présidence de la République. Et ça, c'est une grosse erreur, il se trompe. Et ça ne passera pas comme ça. Ok, nous allons maintenant prendre Jean-Lucien Boussa-Tongba. Il est porte-parole, coordonnateur et porte-parole des Fonds des démocrates. Et une plateforme qui a été reçue par les facilitateurs Edem Kodjo. Donc, on va suivre. Reçu en audience ce jeudi 4 août par le facilitateur des dialogues en vue en République démocratique du Congo, Edem Kodjo, entouré de membres de groupes de soutien à ce forum, la plateforme de l'opposition politique congolaise, le Front des démocrates, a réaffirmé sa volonté de participer au dialogue, à condition qu'il se conforme à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies et aux prescrits stricts de la Constitution. Nous sommes venus rencontrer le facilitateur et le groupe de soutien pour leur exprimer notre attachement à la Constitution. Nous leur avons aussi exprimé notre attachement à la mise en œuvre très rapide de la résolution 2277, seule fenêtre d'opportunité pour permettre à la République démocratique du Congo d'éviter les glissements. Parce que comme vous savez, la contrainte de temps devient majeure. Et quiconque, par des manœuvres quelconques, voudrait retarder la mise en œuvre de la résolution 2277, travaille pour le glissement que le peuple congolais ne veut pas. C'est pour cette raison que nous sommes venus, d'une part, demander à la facilitation et le groupe de soutien de mettre tout en œuvre pour que dans les meilleurs délais, que ces dialogues se mettent en place, mais que dans le meilleur délai aussi, que ces dialogues soient terminés afin d'envisager des perspectives meilleures pour l'avenir de la République démocratique. Nous avons posé des conditions. La première ou les premières des conditions, c'est la libération des prisonniers politiques. La seconde des conditions, c'est aussi la libération des biens saisis, des biens des opposants saisis. Mais en même temps, nous avons indiqué notre regard, notre vision par rapport à ce qui s'appelle comité préparatoire. Nous avons indiqué que lorsque ce comité préparatoire avait été pensé, c'était à l'époque où c'était un dialogue bipolaire entre la majorité présidentielle et l'UDPS-Ali. Aujourd'hui, il y a des nouveaux acteurs qui sont prêts à être dans ces dialogues de résolution 2277. On se rend vraiment compte que pendant qu'une partie majoritaire de l'opposition conteste Kodjo, mais il y a d'autres forces de l'opposition qui sont avec Kodjo, qui acceptent sa médiation. C'est un peu ça aussi la cacophonie que j'ai évoqué au début de cette émission de Voskito Romulenda. Très rapidement. Donc, vous savez, moi, l'éthique politique m'interdit de me mêler dans les affaires intérieures d'un parti que je pouvais jadis considérer comme ami. Je crois qu'il n'y a que notre frère qui a fait sa déclaration, qui est capable d'expliquer aujourd'hui pourquoi hier il a été avec nous dans la contestation de Edem Kodjo pour sa partie pris pour la majorité et qu'aujourd'hui il a trouvé que ça change, ça évolue. Il vous dit par exemple que c'est pour accélérer les dialogues, pour qu'on arrive à planifier l'élection présidentielle. Moi, je viens de vous dire que M. Kabila, dans sa conférence de presse en Ouganda, il a clairement dit que les élections dans notre pays n'auront lieu qu'après l'enrôlement des électeurs. Et que l'enrôlement tel que ça se déroule aujourd'hui, les spécialistes nous ont dit, si ça continue tel que ça se fait aujourd'hui, ne pourront pas se terminer avant 2017 et que les élections ne peuvent avoir lieu, je termine, qu'en 2018 dans la conception. Donc, il faut dire à nos amis que dans le mental, dans les projections des kabylistes, le dialogue n'est pas lié à l'organisation des élections. Ils cherchent autre chose à ces dialogues-là. Pour eux, l'élection, telle que moi j'ai suivi en tant que professionnel des sciences politiques,
tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait comme déclaration, je peux vous dire qu'il n'y a aucun lien dans la conception politique de la majorité présidentielle entre les dialogues et les élections. Les dialogues, selon eux, sont liés à l'enrôlement. Non, les élections plutôt, selon eux, sont liées à l'enrôlement que Nanga est en train de faire à sa manière, et que les dialogues, ce sont eux qui savent ce qu'ils veulent dans ces dialogues-là. Ça veut dire que si on s'en tient en tout cas à la logique présidentielle, quand il dit qu'il faut d'abord un fichier, et que ces fichiers, pour les constituer, ça va nous amener jusqu'en juin 2017, et la période qui sépare par exemple la fin de son mandat, donc décembre 2016 jusqu'à juin 2017, là forcément vous irez dans un gouvernement de transition. Vous savez, mon cher ami, avec un partage du pouvoir de Vos Kitoko, ministre d'État en charge de l'Intérieur par exemple. Jamais. Moi je fais partie d'une formation politique décidée qui a une charte de valeurs, et je ne peux en aucun cas trahir ces partis-là. Voilà, ce que vous devez retenir, c'est ceci. Je ne sais pas, les gens ont une courte mémoire. En face de vous, ici sur le boulevard, est-ce que vous savez pourquoi Martin Fayulu a été roulé au sol, tabassé, déshabillé, même les habits déchirés, ici sur le boulevard du 30 juin, à côté de vous ici? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a participé à la marche pour l'audit du fichier électoral, parce qu'il pensait qu'il fallait auditer et mettre en ordre les fichiers électoraux qui étaient corrompus. Nous avons subi beaucoup d'humiliations pour ce problème-là. Attends, il y a 4 ans, nous avons commencé à demander que les